Peut-être faut-il réfléchir sur le rôle des procédures participatives, et ce sera la tâche que le bâtonnier Patrick Lingibé, membre du Conseil national des barreaux, a bien voulu accepter. Je lui donne maintenant la parole avant de passer dans une dizaine de minutes aux questions et aux débats. Cher Patrick. Monsieur le doyen, merci. Alors, je vais faire preuve d'imagination prospective, il faut se projeter. Alors, je vais vous commencer mon intervention en vous rappelant, comme quoi, vous voyez, 2 siècles avant, on n'avait pas inventé grand-chose. Lors des débats préparatoires sur la loi du 16 et 24 août 1790, qui nous est chère, sur l'organisation judiciaire, qui est adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 16 août 1790, voilà ce que l'un des constituants, la personne du député Touret, disait, et qui résume. « Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès est la première. » Ça paraît... Il faut que la société dise aux partis que pour arriver au temple de la justice, il faut passer par celui de la concorde. J'espère qu'en y passant, vous transigerez. Voilà qu'il y a 2 siècles, ce qui était dit. Et aujourd'hui, nous nous trouvons sur ce paradigme, cet axiome de 1790, qui nous, effectivement, qui nous amène à réfléchir, en fait, au développement des modes alternatifs de règlement au droit public. Alors, pour 2 raisons rapides. Conjoncturelles, parce que je crois que Monsieur le vice-président Jean-Marc Sauvé, Monsieur le président Stern l'ont rappelé, tout comme la justice judiciaire, le flux de contentieux ne fait qu'augmenter et les solutions techniques jusqu'à le retrouver vont s'avérer rapidement dépassées. La deuxième raison, elle est d'ordre conceptuel. Il faut se rendre compte que, quand c'est le constat que je fais pour ma part, et que d'autres ont fait, c'est que le citoyen a dépassé le justiciable. En fait, aujourd'hui, le justiciable, dans sa quête de citoyenneté sans cesse croissante, veut participer au processus de règlement. C'est quelque chose qui se dessine et je crois que dans 10 ans, nous aurons abouti. Ça veut dire que nous devons accompagner ce nouveau paradigme sociétal qui s'impose à nous. Soit nous passons notre temps effectivement à constater, ou soit nous anticipons. Alors, je vais vous parler effectivement d'une procédure qui existe en droit privé, où on pourrait effectivement faire des aménagements, et vous saurez pourquoi. Mais alors, il faut rappeler une chose, parce que le président Vigouroux vient de parler effectivement des travaux de la justice du XXIe siècle, et notamment les derniers textes, souhaitons qu'ils soient adoptés, sur effectivement les modes alternatifs de règlement, sur l'extension du juge administratif. Sauf qu'il faut que nous soyons réalistes. Si nous ne nous projetons pas de nous-mêmes, quand je dis nous, avocats et magistrats, et ne cherchons pas les solutions, nous, à travers, parce que je pense que nous les avons, ne faisons pas preuve d'imagination, je crois que le législateur, effectivement, peut en clair le faire. Je vais vous dire pourquoi. L'article L211-4 du Code de justice administrative, celui qui a permis, effectivement, qui a posé la possibilité pour le juge, effectivement, de concilier, il n'émane pas d'une conception globale et unifiée du législateur. Il n'est que le résultat d'un amendement parlementaire. Ça veut dire qu'il y a une timidité du pouvoir politique. Et la réforme qui va se faire effectivement en 2011, ce qui va étendre cette même disposition législative aux cours administratifs d'appel, pareil, sera le résultat d'un simple amendement parlementaire. Il n'y a jamais eu effectivement là une conception très claire de pouvoir, malgré les travaux du Conseil d'État, on ne va pas les rappeler, ça a été fait, de pouvoir poser une approche unifiée, conquérante,
de la justice administrative au travers des modes administratifs de règlement. Alors, il ne faut pas non plus que dans les mardes qu'on puisse charger le juge administratif, qui est déjà surchargé, d'un processus de médiation qui va effectivement le dépasser, qui ne pourra pas mettre en œuvre. Donc, il faut trouver un outil qui assure une compétence de l'acte, une transparence, parce que c'est ce qui diffère le privé du public. Tout doit être transparent dans le public, et on verra qu'effectivement c'est possible, et souple, qui permet de s'adapter à la situation. La procédure participative, bon, juste un point, de quelle matière, de quel champ nous allons parler. Nous savons effectivement que nous échappons, les mardes ne régleront pas des conflits qu'on va nommer effectivement des conflits régaliens. Par contre, vous avez toute une panoplie d'actions administratives non régaliennes, marché public qui va très loin, et qui permet effectivement de réguler par le biais des mardes. La procédure participative qui existe en droit privé est issue des travaux de la commission Guinchard du 30 juin 2008. C'est une procédure qui est à mi-chemin du contentieux, puisqu'elle permet de cumuler les avantages de la technique de la négociation raisonnée, et on verra pourquoi elle est raisonnée, avec celui du recours au juge, puisque le juge est toujours saisi, tout en garantissant une solution rapide. Elle a été créée par la loi du 22 décembre 2010, les articles 2062 et suivants. Je vous cite pour la définition, c'est une convention par laquelle les parties à un différend, il y aurait une évolution dans la justice du XXIe siècle qui n'a pas encore donné lieu à la saisine du juge, mais on verra qu'effectivement le texte prochain permettra, même en cas de saisine du juge, de le faire, ou d'un arbitre s'engage à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leurs différends. La procédure participative se caractérise par une obligation d'être assisté par un avocat. Sébastien Braque a rappelé la déontologie. Vous devez savoir que l'avocat, là, joue un rôle de prescripteur, puisqu'il rédige l'acte. Il participe à la rédaction de l'acte, donc, outre la vérification des parties, l'accord final doit automatiquement être conforme à l'ordre public. D'ailleurs, c'est un acte qui est contresigné par les avocats, puisqu'ils en sont les rédacteurs, en plus des parties. Outre que les rédacteurs doivent très clairement, impérativement, respecter les principes de la profession, les principes essentiels. Compétence. Le motus vivendi, mis en place par la Convention participative, 3 éléments. Il vise un terme, c'est-à-dire que les parties sont d'accord pour effectivement trouver un règlement amiable. Il doit avoir un terme. L'objet du différend à trancher. Et aussi toute une partie concernant les pièces et les informations nécessaires à la résiliation du conflit. L'issue de la procédure participative, soit, puisqu'il y a un terme prévu, elle arrive à son terme, et il faut constater que c'est un échec. Il y a ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les parties se retrouvent devant le juge. Soit il y a une résiliation anticipée, ou soit il y a une conclusion d'un accord, mettant in fine la totalité ou du différend, effectivement, à l'homologation du juge. Alors, le parallèle avec le droit public, quel est-il? L'accord final de la procédure participative, on appelle convention participative, en fait, dans l'approche du droit public, c'est quoi? C'est une transaction qui a, effectivement, vous savez, établie sur le fondement de l'article 2044 du Code civil et suivant. Et cet accord, je vous rappelle, le
que le juge administratif, dont le Conseil d'État l'a dit dans son avis rendu le 6 février 2002, Assemblée du contentieux, dont l'affaire syndicat intercommunal Les Roses, peut être homologué. Alors nous avons un obstacle, bien qui n'est pas dirimant, justement, dans cette modalité. Nous savons que depuis l'arrêt Merki du 19 mars 1971, il y a un principe général de droit qui interdit à la personne publique de payer une somme qu'elle ne doit pas, confirmé en 1980. Cependant, s'agissant de règlements transactionnels, puisque la convention, la procédure participative, qui est plus, de notre approche au regard du droit public, un procédé, c'est une alternative, c'est un procédé à l'intérieur d'un litige, sont des faits transactionnels. Je vous renvoie justement, parce qu'on a tendance à dire que dans une transaction, c'est ce qui fait peur souvent aux acteurs publics, notamment aux collectivités territoriales, c'est se dire oui, mais bon, on transige, ça peut être dangereux. Et je vais vous lire un extrait qui est fort intéressant des conclusions du rapporteur public Michel Jevin-Baville sur justement de 2002. Il disait ceci, c'est important. Ce qui est d'ordre public, ce n'est pas une éventuelle exagération de l'indemnité convenue. Car, après tout, une transaction peut être plus ou moins bonne. Et la collectivité peut se montrer relativement large sur un point afin d'obtenir satisfaction sur un autre. Au final, ce qui est interdit, proscrit, c'est quand la somme offerte par l'administration est supérieure au préjudice subi, dans une proportion telle que la transaction devienne une libéralité ou encore si toute ou partie des sommes allouées correspond à un préjudice ou à un chef de préjudice qui n'existe pas ou qui n'engage pas la responsabilité de la puissance publique. Ça veut dire qu'effectivement, nous avons la possibilité, à l'intérieur effectivement d'une convention participative, c'est-à-dire si on fait un parallèle, parce que cet article qui permet la conciliation permet au juge administratif d'en assurer le contenu, en se déchargeant très clairement sur l'avocat, parce qu'il reviendra effectivement avec une convention, une transaction, et qui sera effectivement contresignée par lui, pour être homologué, et donc ça sera le travail des avocats et professionnels de faire le point voilà, des sommes, une garantie effectivement de transparence. La transparence sera faite quoi? Par quoi? Notamment, si vous avez une collectivité territoriale, ça sera effectivement la délibération de l'Assemblée délibérante. Tout sera transparent, puisqu'il est hors de question effectivement que cette procédure soit cachée. Alors, le principe de la convention participative, c'est qu'elle arrête les délais. Et naturellement, si elle échoue, ben, le juge est saisi du contentieux. Je terminerai sur un point qui me paraît important, que le Conseil d'État avait suggéré, mais qui n'a pas été retenu. C'était le principe du référé conciliation. Je crois que s'il y a une réforme à mener, ça serait effectivement d'ouvrir la possibilité pour effectivement le juge administratif d'être saisi en référé, même s'il le fait indirectement. Lors de référé, il essaye de susciter un règlement. C'est d'avoir un véritable référé qui permet effectivement au juge administratif d'offrir toute la panoplie des mardes et dans laquelle on peut retrouver une transaction qui serait en fait une procédure participative. Même si on ne l'adapte pas, contractuellement, on peut arriver au même résultat. Voilà ce que j'avais à dire pour l'essentiel, puisque j'ai un atelier consacré à ce. Je développerai plus en avant, monsieur le doyen. Merci, monsieur le bâtonnier, d'avoir présenté ainsi ce qui se fait déjà, mais qui doit être développé, c'est-à-dire une forme nouvelle de mode alternatif suscitant une intervention encore plus active des avocats.